Et c'est la double transition, bonsoir, Salut tout le bonjour, monde. salut, bienvenue pour cet épisode numéro 100 de Beats. Ouais. Ouh, épisode d'anniversaire, avec la boucle d'Halloween, pour ceux qui étaient là en live juste avant. T'as fait un vœu, j'espère, J'ai fait un vœu, ouais. pour le 100e. Non, rendez-vous à la 128e, parce que tu vois, 128 bits, c'est ouais. voilà. Ouais, c'est c'est pas un chiffre mieux pour l'anniversaire de Beats, on va dire. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ce soir c'est le premier live qu'on fait avec le nouveau setup des micros qui sont au plafond, vous les voyez pas, mais Ouais. maintenant on a tout fixé au plafond, tout est fixé sur les murs. Ils sont là. Là et là, il y en a deux. C'est vachement bien, on a vachement plus de place, c'est vraiment sympa. On a C'est bien clair. bossé. Beau boulot pour ce studio. Épisode 100, voilà, pas mal de news, hein, malgré tout. De tout, hein, du phone, des GAFAM, de SFR. Ouais, tiens, on n'en parle pas souvent de SFR. C'est faire. Du hack, une petite news crossover avec Retro Gaming Bros, je me suis fait plaisir là. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ah, et voilà. J'ai rien compris à cette news, mais j'ai vu ça. Ah, tu vas voir, ça va être sympa. Et du bingo, non, pas trop ce soir, pas trop de bingo, mais quand même. Je n'ai pas retweeté le tweet. Il y a un tweet à retweeter. Ah voilà, oui, que il faut notre retweeter CM le tweet. nous a mis dans la chatroom. Allez-y, regardez, je le fais même en live. Je clique là et je fais ça. Et on dit merci à HD Loga qui a resub x2. Merci, ce chez soir. le gars. Hop, RT, pan, pim, ça c'est fait. Voilà, j'ai fait mon devoir de retweet. Alors, une petite annonce déjà avant de lancer l'émission, puisque on a lancé depuis peu la boutique. Et oui, la boutique est là, donc vous allez la retrouver sur studiorenegade.fr/goodies. Donc vous allez retrouver dessus quoi principalement des stickers. Regardez ces magnifiques stickers, c'est la tête de renard. Les jolis stickers. Gros paquet là. Alors il y en a déjà plein qui sont partis, puisqu'il y en a eu pas mal qui ont commandé. Alors vous avez du coup, je vais même faire une capture du site, vous avez deux lots possibles, soit un lot de 2 stickers, voilà, pour 6 €, et sinon un lot de 5 stickers pour 12 €. Alors frais de port compris, voilà, c'est un checkout par PayPal, donc relativement simple. Alors pour le prix, sachez que c'est d'abord un achat militant pour nous soutenir. C'est un moyen pour nous de vous faire plaisir en vous donnant, en vous fournissant un goodies aux couleurs du studio. Et en même temps, pour vous, c'est un moyen de nous soutenir, puisqu'en fait, c'est un tarif qu'on a estimé juste pour vous donner la possibilité d'acheter les stickers sans que ce soit trop élevé, et en même temps, nous, d'avoir un petit peu de marge dessus pour continuer à faire tourner le studio et puis pouvoir continuer à notamment aménager le studio, acheter du décor, fixer des trucs au plafond encore plus. Ouais. On envisage de fixer le canapé au plafond pour la Ouais. prochaine fois. Pourquoi Un beat pas Spider-Man. On verra, voilà. Hein, Spider cochon et tout au plafond. nickel. Ouais, carrément. Donc voilà, n'hésitez pas, studiorenegade.fr/goodies, allez-y, il y en a encore plein. Et puis, quand il n'y en aura plus, il y en aura encore, puisqu'on commandera d'autres planches derrière. Et puis si C'est ça le marche but. bien, on continuera, peut-être qu'on fera évoluer ces goodies avec d'autres choses. Hein. Puis on rachètera le truc qui fait les autocollants, tout. Après, on Après, fera c'est tout nous-mêmes. conquête du monde. Voilà, c'est la fête. Et le sapin, c'est pour bientôt. Exactement, ouais, carrément, tiens, ça serait marrant, c'est une petite déco de Noël. Déjà, vous avez vu, il y a une boucle sapin spéciale Halloween. Ouais. Avec des citrouilles et tout ça. On n'a pas mis encore dans le décor ici, mais bon. Faudrait faire Voilà. une boucle filmée en fait sur un sapin dans un coin du bureau. Ah, comme les trucs qui filment les feux de cheminée là dans la télé. Ouais, pas mal ça. Ça serait pas mal, effectivement. Allez, sur ce, on a pas mal de news, je te propose de commencer dès maintenant. Yes. Hop, allez, première news, on va parler de codec et d'Android, on va parler de Widevine L1. Tiens, ça peut-être que ça te concerne un peu quelque part ça. Ouais. Qui arrive enfin sur le Pocophone F1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il faut savoir que sur Android, les codecs vidéo, c'est une vraie galère. Alors, il n'y a pas que ça. Si tu parles de ça, je m'en vais, moi. Non, c'est pas possible. Ça a toujours été... Alors, les codecs vidéo, en général, ça a toujours été compliqué sur les plateformes mobiles. Je confirme. Et là, en fait, avec ce problème-là, sur le Pocophone, ça a révélé un petit peu le travers de comment Google gère, en fait, la certification de ces téléphones Android, notamment sur les codecs. Alors, il y a des DRM associés à ces codecs vidéo, puisque derrière, il y a des plateformes qui vont nécessiter que Android ait un certain niveau de certification pour pouvoir diffuser leur flux. Donc on pense à Netflix, Amazon Prime Video, MyCanal, etc. Ils vont attendre à ce que la plateforme ils aient un minimum de DRM pour pas qu'on puisse pirater leur flux, tout ça. Donc du coup, Google a mis en place différents niveaux de certification. Donc il y a le niveau 1 et le niveau 3. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait du 2. Ils ont abandonné l'idée. Il est parti avec Windows 9. Alors voilà, le niveau 3, alors c'est le plus facile, tu vois, ils comptent à l'envers, hein, c'est des informaticiens, ça se voit. Le niveau 3, donc de Widevine, en fait, ça permet de fournir des codecs de manière logicielle, une certification uniquement logicielle. Donc tu n'as pas en fait à fournir ton matériel, donc ton téléphone, ta plateforme, auprès de Google pour qu'ils fassent les certifications. D'accord. Tu leur dis juste que tu as intérêt comme composant, tu dis un petit peu, tu fournis ton image de ton OS, et ils te disent ouais, vous êtes certifié niveau 3. Donc ils savent même pas si tu es capable de faire de l'encodage en GPU ou ce genre de choses, quoi.
Alors, si à partir des specs que tu leur fournis. Mais Ouais. ça s'arrête Mais là. c'est du déclaré, quoi. C'est Ils, du ils déc- peuvent pas le tester, ils peuvent pas le Voilà. valider. C'est exactement ça, t'as tout compris. Hmm. Et donc avec ça, t'as une certification Widevine L3, donc niveau 3, qui te permet en fait de faire des flux vidéo dans toutes les applis que j'ai citées notamment, mais limité à 576p. Donc t'es pas du tout en HD, c'est du Ah ouais. SD, c'est du SD classique, tu vois, télé, Ah ouais, quand même. avec t'as un filtre CRT et tout, tu sais, avec les pixels et tout. Voilà. Nickel. Et donc le niveau L1, lui, donc il fournit la totalité des flux en HD, mais pour atteindre ce niveau de certification, il faut que tu fournisses ton matos auprès de Google, et là ils vont vraiment tout tester, avec des batteries de caméra qui vont analyser le truc, etc., la qualité de l'écran, décodage hardware, CPU, enfin il y aura tout le truc. Ouais. Et là tu as une certification L1, et tu peux faire du Full HD 1080p sur toutes les plateformes vidéo qui sont là. Bon, ça c'était pour l'explication. Et en fait, le Pocophone, pour des raisons de coût et de délai, ils n'ont pas passé la certification L1 auprès de Google. Parce qu'ils voulaient sortir rapidement, et puis ça coûte en fait de passer cette certification, évidemment, toujours. Ouais. Mais du coup, quand il est sorti, eh ben, il n'y avait pas du tout de flux HD sur Netflix notamment. Et tout le monde était là, mais c'est pas normal. Et pourtant, le téléphone est entièrement capable de faire tout ça. C'est un Snapdragon 845, c'est une plateforme ultra récente. C'est un monstre, le Pocophone. Voilà, donc il a un écran Full HD, c'est pas un QHD+, comme on peut avoir sur les plus récents, mais c'est pas grave, il fait au moins du Full HD. Il n'avait pas cette certification, il n'avait pas le codec activé dedans. Et cool. voilà. Et on s'était dit, ben merde, c'est con. Et donc après, on a un peu détaillé ces codecs-là, et on s'est rendu compte que, ben, en fait, il pourra pas l'avoir parce que c'est une certification hardware. Donc une fois qu'il est balancé, parce qu'en plus, quand la certification est passée, en fait, il flash en fait dans le hardware, au niveau du CPI, il déverrouille en fait la possibilité de décoder comme ça. D'accord. Jusqu'à présent, c'était fait comme ça. Et là, eh ben, il y a eu quoi? Il y a une annonce comme quoi le Pocophone, bientôt, il y a une annonce auprès des forums MIUI, en fait, qui sont les forums où ils échangent en fait avec leur communauté. Ils ont annoncé que il y aurait possibilité, ils sont en train de discuter avec Google pour activer ça logiciellement plus tard. Alors du coup, ça va en contradiction avec ces niveaux de certification de Google, mais ce qui se passe en fait, c'est que derrière ça, a priori, Google sera en train de simplifier son mécanisme de certification pour pouvoir permettre en fait de fournir des flux HD à des téléphones de plus petite gamme. Parce que jusqu'à présent, c'était limité au très haut de gamme, ou au flagship en fait, qui étaient les seuls capables de financer le fait d'aller soumettre le hardware auprès de Google, puisque ça a un coût supplémentaire. Quelque part, ils se prémunissaient de la possibilité d'avoir des hardware qui tiennent pas la route, et du coup d'offrir une mauvaise expérience à leurs utilisateurs, alors qu'ils auraient pas pu tester le fait que le machin était vraiment capable de décoder du 1080p en stable. Voilà. Donc effectivement, ça c'est pas hyper déconnant comme démarche. Après, je au vois début, aussi pourquoi. Maintenant tout sort. Voilà. Maintenant tous les téléphones ont des gros GPU, tous les téléphones ont des 8 cœurs, des 4 cœurs, des machins. Donc a priori ils vont simplifier ça Un et du coup le Pocophone recevra une mise à jour logicielle pour activer ça. Et ça c'est plutôt cool parce que c'était quand même un truc pénalisant pour ce téléphone là. Ah bah ouais. Donc la certification ne va plus rien dire. Et ben si, tu auras quand même les niveaux 1 et 2, mais tu n'auras pas la validation hardware derrière qui est machin. Ils vont peut-être créer un niveau 0, tu sais, pour le top du top. Ils vont déplacer ça peut-être en QHD, je sais pas. Bon. Peut-être. Il n'y a pas eu d'annonce encore de Google, mais c'est au moins Pocophone qui a annoncé ça. Après, moi je trouve pas ça déconnant, même une certification hardware qu'elle puisse être faite après, a posteriori. Oui, et activer logiciellement à distance. Bah oui, une fois que ton device est sorti et qu'il est dans la nature, tu peux le faire valider et a posteriori prouver que ton device tient la route, quoi. Complètement d'accord. C'est peut-être ça qu'ils vont simplifier. On n'a pas encore le retour de Google officiellement dans ce qu'ils vont faire là-dessus, mais au moins ça se débloque là-dessus. Bon, c'est plutôt cool pour le Pocophone. Elle voudrait plus rien dire si jamais ils l'avaient eu alors qu'ils n'avaient pas fait le test. C'est vrai. On reste chez Android. Et on va parler de Google versus l'Europe. Ah, alors ça c'est intéressant. Dit-on ? Ouais, c'est une news qui date un peu, en fait c'est la conclusion quelque part d'un échange entre Google et l'Europe, puisque Google avait été attaqué par la direction de la concurrence de la Commission européenne sur les pratiques qu'il faisait dans la plateforme Android, puisqu'il intégrait tous ses services, évidemment, et surtout il verrouillait les fabricants de téléphones sur le fait qu'ils devaient intégrer tous les services ou rien, et c'est surtout que dès lors qu'ils avaient un téléphone qui était du coup certifié Google, donc il y avait toutes les applis Google, et bien ils ne pouvaient pas en même temps fournir d'autres téléphones qui avaient une version d'Android non officielle Google en fait. Ouais. Donc ça verrouillait un petit peu trop les fabricants, donc évidemment, pratique non concurrentielle, ils se sont fait attaquer par la Commission européenne. Donc ils se sont pris 4,3 milliards d'euros, pardon, pour position dominante évidemment, voilà, un but de position dominante. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils vont du coup se mettre en conformité, donc ils ont payé l'amende, et puis du coup ils doivent se mettre en conformité,
Donc ils ont fait plusieurs actions par rapport à ça. La première, c'est qu'en fait, ils se sont dit, bah écoutez, nous on fait ça parce que c'est notre business model, on fournit les applications, mais du coup ça nous permet nous de générer nos revenus par rapport aux publicités, au profiling des personnes, etc. Donc c'est comme ça qu'on fait de l'argent, on fournit ces services gratuitement, en échange on collecte des données, on fait du ciblage publicitaire et tout ça. Du coup si on peut plus faire ce business là, ben on va réfléchir différemment, et pour continuer à vivre, parce que sinon tu comprends ils vont mettre la clé sous la porte, et bien en fait ils vont faire payer auprès des constructeurs qui vont intégrer les applis Google, le fait qu'ils vont intégrer moins d'applications. Donc s'ils n'intègrent pas tout l'écosystème, en fait... Ah non, mais en fait, je pense qu'il y a eu des juristes derrière qui se sont fait plaisir, qui ont étudié tout le truc, ils ont trouvé la petite faille, ils se sont dit, ah ben là, on va bien les niquer. Et du coup, ils rebasculent la responsabilité à l'OEM au lieu d'eux, quoi. Hop là, et eux, fais-toi plaisir. Et au final, qui c'est qui va payer? Ben, c'est le consommateur. Ah bah oui. Non, donc en fait, Voilà, donc ce qu'ils ont dit, bah écoutez, soit on intègre toutes les applis, et dans ce cas-là, il n'y a pas de licence Android, et c'est gratuit pour vous. Voilà. Soit vous intégrez moins d'applications, et en fonction du coup de ce que tu intègres ou pas, tu auras une licence à payer supplémentaire. Pour avoir, en gros, c'est un droit d'utiliser les services Google. Ouais. Du coup, cette licence sera refacturée à l'OEM, qui refacturera ça à l'acheteur, évidemment. Et alors, c'est dépendant des pays, et alors un truc intéressant, c'est dépendant du téléphone, et notamment de la résolution d'écran. Ils ont cherché à faire une gamme, tu sais, c'est comme les grosses boîtes qui facturent les licences serveurs au nombre de cœurs, de machin. Enfin, je suis sûr qu'ils ont toujours trouvé des trucs intéressants pour facturer un critère de facturation comme ça. Bon, la résolution de l'écran. Ça me rappelle la belle époque, humour. La belle époque où il y avait presque la moitié des téléphones Android qui n'avaient pas le store. Oui, enfin, le market à l'époque. C'est ça, Android Market. Android Market était sous licence Android. Du coup, tu pouvais installer Android gratuitement sur ton téléphone, mais si jamais tu voulais le market, il fallait payer une licence, des coûts de licence à Google. Pour le faire certifier, évidemment. Il y avait ça. Exactement. Floz qui nous dit effectivement, c'est comme les bases de données Oracle où tu payes au cœur. Oui, alors, ils sont très inventifs, ces vendeurs de bases de données, parce qu'en fait, ils peuvent te facturer à peu près ce que tu veux. Ouais. Donc, à partir du moment où tu pars en VM, ça devient n'importe quoi. Ouais, voilà. Donc, n'importe quoi. Ils sont hyper inventifs. J'ai vu des méthodes de facturation sur des trucs indexés sur le chiffre d'affaires, du nombre d'employés, du machin, du bidule. Enfin, ils peuvent se faire plaisir. Donc ça, c'est un peu dans cette idée-là, effectivement. Donc par contre, ce qui a été déverrouillé, c'est que maintenant, il n'y a plus d'obligation des fabricants d'avoir que des téléphones certifiés Android, puisque Google Pure, avec les services, tout ça, tu peux avoir du coup du Android maison, avec d'autres applications, et en même temps du Android avec les applis Google. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ouais. Donc ça c'est les annonces, et il y a déjà en fait des choses qui se passent en fait au niveau des applis Google, puisque par rapport à ça, jusqu'à présent en fait, tu avais quand même un écosystème minimum nécessaire d'applications Google à voir, pour avoir les services Google en fait. Oui, les services Google, c'est une appli à part entière, qui est téléchargée de façon... voilà. Comment dire, un petit peu caché par Android, et si tu veux les utiliser dans ton application en tant que développeur Android, en fait, tu déclares que tu les utilises, et il faut que le téléphone les mette à jour. Enfin bon, c'est un bazar monumental. Effectivement. Donc voilà, donc tu as les applications services Android, et puis tu as surtout service Google pour Android, et puis tu avais d'autres applications en fait qui ont eux une interface, donc je pense à Chrome notamment et Google Search, qui fournissent en fait d'autres services en fait derrière. Et alors par exemple, tu vois Google Search, donc qui fournit la barre de recherche d'Android, c'est lui qui fournit également Google Assistant. Et tout ce qui est reconnaissance vocale, traitement et tout ça. Ouais. Et du coup, ça pose des problèmes par rapport à ça, c'est-à-dire que si tu n'inclus pas l'application de recherche pour faire le recherche sur le moteur de recherche Google, si tu dis non, je vais faire de la recherche sur Bing, mais du coup tu perds la fonction assistant. Ouais. Donc ça a obligé Google quelque part à redécouper ses applications. Mais alors, et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, ils ont redécoupé ça en plus petites applications. Et on commence à voir des nouvelles applications qui sont publiées. Alors, elles sont pas encore disponibles pour tout le monde. Et elles sont pas encore surtout installables. Il y a, par exemple, une application qui s'appelle Voice Action Services, qui est en fait le sous-ensemble de Google Search qui se charge de la partie reconnaissance vocale et action et traitement des commandes vocales, en fait. Oui, donc ils vont passer de 200 applis à 2000 applis. Ils ont rajouté une vingtaine d'applications, en fait, par rapport à ça. Ouais. Mais c'est pas. Je trouve ça plus intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir faire tes courses de manière plus ciblée. Tu peux mieux morceler, ouais. Je pense notamment au SDK Facebook quand t'écris une appli mobile. Si tu veux embarquer le SDK Facebook, si ton appli mobile elle fait 5 mégas, manque de bol, le SDK Facebook. Si tu veux le login en plus, c'est 75 mégas. Lol. Ça, c'est foutu. Direct. Donc effectivement, Google récemment a morcelé son Play Services. Ouais. C'est-à-dire quand tu prenais les SDK, tu pouvais les morceler. Enfin,
Tu pouvais pas les morceler à une époque. Tu étais obligé d'embarquer les Play Services et c'était assez monumental. Maintenant, tu peux aller assez finement dire je veux Analytics, je veux tel truc, tel truc, tel truc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs, au final, pour ça, je pense. Et donc, du coup, bah, tu pourrais quand même bénéficier de la reconnaissance vocale et des commandes vocales sur Android sans avoir Chrome ni la recherche Google. Ouais. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que tout va être en traitement local sur le téléphone, ça va quand même utiliser les services Google derrière, mais de manière plus ciblée, en fait, par application. Oui, et puis il y aura certainement des quotas, des trucs un peu... Voilà. Ce sera un peu plus lent. Si tu payes pas, c'est plus lent. Donc, il y a du mauvais et il y a du bon quand même dans le retour de cette amende payée par Google. Ouais. Mais je pense que globalement, c'est plutôt intéressant. Si tu veux, on peut enchaîner avec une autre amende. Allez. Dont c'est une news qui est tombée tout à l'heure. Donc c'est tout neuf, c'est tout chaud, tout frais. C'est l'Italie. L'Italie, par son autorité de la concurrence, pardon. L'autorité de la concurrence italienne qui s'appelle l'AGCM, qui a tweeté ce magnifique tweet tout à l'heure, si je ne m'abuse. On est bien le 24. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour annoncer tout simplement que ils allaient mettre des amendes ils avaient mis des amendes à Apple et Samsung. Mais alors pourquoi donc, me direz-vous? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une autorité de la concurrence italienne, elle sort pas de n'importe où, hein, c'est une organisation non gouvernementale qui est financée en partie par le ministère de l'économie. Donc c'est un peu bizarre, hein. C'est non gouvernemental, mais financé par... Bon, c'est l'Italie. C'est un peu ça. C'est l'Italie. Ils ont bien compris comment ça marche. Ouais, c'est ça. Du coup, le but, c'est de bosser sur tout ce qui est antitrust, tout ce qui est pratique... C'est la DGCCRF de chez eux, quoi. Ouais, pratique non concurrence, contraire à la concurrence. Mais pas gouvernemental, mais quand même. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont collé une amende de 10 millions d'euros à Apple et 5 millions d'euros à Samsung. Et en fait, ce sont les amendes max. Bah oui, c'est les amendes max qui peuvent coller. Ils n'ont pas le droit pour ces lois-là, il n'y a pas d'amende plus haute que 5 millions d'euros. Et en fait, Apple, selon eux, a violé 2 lois, 10 millions, et Samsung, une loi, donc 5 millions. Alors la raison, c'est des mises à jour software qui ont causé de sérieux problèmes sur les devices des gens. Ça arrive, ça? Non, personne fait de l'obsolescence programmée logicielle. Non, mais non. Complètement pas. Ça se saurait. Donc en fait, plus particulièrement, ils accusent Samsung d'avoir déployé une update d'OS destinée au Note 7 sur les Note 4. What? Ouais, alors je sais pas, hein. C'est eux qui ont observé ça. Hein. Ouais, okay. Ouais. Bah oui, mais je pense que qu'ils ont que les mecs le changelog, tu sais, putain, exactement. Là, 5 millions. Exactement. Et du coup, ouais, les possesseurs italiens de Galaxy Note 4 ont visiblement eu une update forcée et silencieuse qui était destinée, c'était un Android Marshmallow à l'époque, qui était destiné au Note 7 et qui a fait complètement planter leur téléphone, et visiblement de façon irréversible pour certains. À brique du téléphone direct? Alors, non, pas brique, mais par contre, ils emploient le mot sluggish. Sluggish, en anglais, ça veut dire vraiment le truc rame et devient complètement inutilisable. Donc pas brique, mais brique qui fait des couleurs, quoi. Mais n'est plus utilisable. Ouais, voilà. Et pour Apple, ils ont parlé de tous les iPhone 6 qui ont reçu la mise à jour iOS 10 qui était destinée à l'iPhone 7. Bon, après, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité, puisque de toute façon, les versions d'iOS sont déployées sur tous les devices quasiment. Donc c'est juste la façon dont ils le formulent, mais ils ont sauté à pieds joints sur le battery gate de iOS 10. Quand il est sorti, quasiment tout le monde a dit mon device... qui tenait 12 heures en niveau batterie, maintenant il tient 6 heures, 7 heures, etc. C'était un mauvais étalonnage au niveau du capteur de la batterie, puis il y avait aussi au niveau de l'OS, à l'intérieur, il y avait des trucs qui étaient pas bons, il y avait de la surconsommation et le téléphone travaillait trop. Mais ils l'ont fixé par la suite sur d'autres versions de iOS 10. Donc, ce sont les fondements des amendes de ce truc-là. Donc 10 millions pour Apple et 5 millions pour Samsung. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Alors, je trouve qu'on retombe sur le même... ils avaient besoin de thunes, ils sont allés la chercher là où il faut, là où elle est. Bon, après, c'est pas des grosses amendes pour ces constructeurs-là, mais
Non. C'est intéressant. En fait, c'est intéressant dans la pratique de effectivement, de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que l'obsolescence programmée logicielle, on en parle aussi récemment, évidemment. Effectivement, Apple, pour ses batteries, a été tapé déjà dessus par d'autres autorités. Mais là, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est vraiment intentionnel ou pas derrière. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, qu'il faut attaquer. C'est pas tu mets l'amende et puis après tu dis, bah ça m'a touché, c'est foireux. Est-ce que c'est un bug intentionnel? Est-ce que c'est un bug logiciel ou est-ce que c'est un move intentionnel derrière? C'est là où évidemment il faudrait taper dessus. Je comprends, mais par contre moi je trouve que ça soulève ça soulève un problème qui est quand même de plus en plus récurrent, surtout sur iOS. Tu ne peux pas, si tu es décemment sain d'esprit, tu ne peux pas supporter que ton device t'engueule parce que t'as pas la dernière version à peu près tous les 3 jours, quoi. Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. Le machin, t'as une grosse pop-up qui t'empêche de faire quoi que ce soit. Il y a un bouton plus tard et un bouton y aller. Et en fait, moi, quasiment toutes mes versions iOS, j'ai voulu cliquer sur plus tard et je me suis planté. J'ai des gros doigts. Non, mais en fait, ils inversent une fois sur deux le. Tu rigoles, mais il y a des fois où je me suis quand même demandé s'ils avaient pas inversé. Ou alors c'est l'inverse, c'est t'as le bouton plus tard et juste quand tu t'approches le doigt, hop, il devient maintenant. Il détecte, hop là. Ah bah oui, attends. Ah zut, on s'est gouré de label. C'est les développeurs. Ah, c'est la traduction, ils ont merdé, C'est clair. Non, mais c'est vrai que ce principe-là de forcer, enfin, c'est pas vraiment forcer parce que c'est une pop-up. Mais c'est une pop-up, c'est une modale que tu peux pas killer en tapant à côté. C'est hyper intrusif, hyper chiant, faut dire ce qui est. Du coup, il y a un moment où tu fais ta mise à jour et malheureusement, notamment sur iOS, tu ne sais pas à l'avance quel va être l'état de ton device après mise à jour et tu ne peux surtout pas faire de marche arrière. Ah non, mais non, bien sûr. Tu peux pas restaurer la version de l'OS précédent. Et ça, c'est vrai que c'est quand même... Bah, tu sais, selon moi, une mauvaise pratique. Ils y viennent de plus en plus. Windows 10, c'était pareil. Ils sont hyper poussifs sur la mise à jour. Après, on peut comprendre, ils ont envie de gérer un écosystème le plus à jour possible, mais effectivement, si c'est pour pénaliser l'utilisateur au final, faut faire gaffe à ça. Donc c'est un peu ça en fait qui. C'est ça que l'Italie a voulu punir, je pense, quelque part. Ils ont cité 2 problèmes selon eux hyper précis, mais parce qu'ils ont besoin de faits, quoi. Tu vas pas voir la justice en disant on vous balance des amendes parce que globalement vous nous poussez des mises à jour. D'accord. Donc je pense que ils ont cité 2 trucs, mais après je pense que c'est pour la forme, pour l'exemple. Bon, ok. Affaire à suivre, moi je trouve ça quand même intéressant. Après, il faut pas que ce soit systématique pour tous les constructeurs, comme ça, enfin tous les grands, mais que ce soit vraiment ciblé sur des vrais cas où c'est avéré que c'est effectivement volontaire. Surtout qu'en plus ils attaquent sur des points particuliers et Samsung a déjà répondu en disant en démentant complètement le truc, en disant non. Désolé, mais on n'a jamais poussé de... Ouais, il y a ça. Et puis Apple, ils ont déjà recorrigé leurs problèmes derrière. Donc, Ouais, c'est quand même vachement particulier. Mais bon, en plus, c'est une autorité. Et a priori, ils ont déjà émis les amendes. Donc... Ah, mais tu sais, ça marche comme ça. Tu payes et après tu... Ouais, c'est ça. Après, tu contestes. Un peu comme les PV. C'est exactement ça. Allez, on enchaîne les constructeurs. On part chez Samsung cette fois. Puisqu'ils ont, il y a une rumeur en fait qui a été leakée sur Weibo, relayée par Sam Mobile, enfin voilà, fait le tour des univers chez Samsung, autour d'une prochaine génération de batteries qui intégrerait du graphène. Voilà, et donc du coup, ils ont un petit peu extrapolé ça en disant que vu l'annonce maintenant, ça sortira à peu près pour le Note 10, avec le Note 10. Voilà. Ça fait combien d'années qu'ils nous annoncent des batteries au graphène? Eh bien, alors j'ai regardé, effectivement, ça fait depuis 2015, ça fait 3 ans. 3 ans, et d'ailleurs j'ai trouvé un autre projet dont j'en parle juste après, qui est déjà sorti cette année là-dessus. C'est une technologie qui n'est pas hyper récente, mais ce qui est intéressant, c'est que ça serait applicable au grand public récemment, bientôt. C'est surtout ça. Jusqu'à présent, c'était soit des protos, soit des démos, des proof of concept et tout ça. À produire le graphène. Personne, voilà, à grande échelle, n'avait produit ça sur des produits. Parce que c'est les déchets d'une réaction. La façon dont on a découvert le graphène, c'est en bombardant je sais plus quel truc, et en fait c'est dans les déchets où on a découvert du graphène. Alors le graphène, c'est un agencement particulier d'atomes de carbone en fait. Et effectivement, la première fois ça a été découvert par hasard effectivement sur d'autres expériences. Et depuis, le graphène, maintenant on s'en sert dans énormément de choses parce qu'on découvre ses propriétés assez intéressantes, et il en a plein. Et c'est pas fini, on n'a pas fini. Donc en fait, ce sont pas une nouvelle, ça va pas être une nouvelle génération, une grosse révolution dans les batteries, c'est juste une évolution des batteries qu'on a déjà actuellement. Du lithium-ion ou du lithium polymère, ion polymère, hein, c'est pareil, la génération qu'on a actuellement. Et en fait, ce que fait le graphène, en fait, c'est on rajoute du graphène dans ces batteries-là, et ça va permettre en fait notamment de réduire la chauffe.
on aura une meilleure une batterie qui va beaucoup moins chauffer quand on va la recharger, et du coup la C'est batterie va moins s'user. Alors, Elle va moins exploser aussi, peut-être. je pense que pour Samsung, c'est un peu important de communiquer là-dessus, on verra bien. Surtout pour un Note, tu vois, c'est le nouveau Galaxy Pour le Note. Note 10, ouais. Le premier qui peut prendre l'avion. Ce serait pas mal, ça, comme campagne de pub. Donc du coup, si une batterie chauffe moins, qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est la recharger plus vite. Ça va pas augmenter du coup la capacité de la batterie, au final, ça va augmenter surtout la rapidité de charge, puisqu'on va pouvoir bombarder encore plus de courant dedans sans qu'elle chauffe, puisqu'actuellement, ce qui limite la charge des batteries, c'est le fait qu'elle va chauffer. Donc c'est là-dessus que se calculent tous les constructeurs qui font du quick charge, je sais plus, toutes les normes qu'il y a déjà, du fast flash et tout ça. Ils calculent ça par rapport à la chauffe de batterie et à l'usure et tout ça. Ouais, la chauffe fait l'usure aussi. Enfin, Mais voilà, l'une va de pair avec l'autre. Voilà, ouais. Elle peut gonfler, elle peut se dilater, quand elle chauffe trop, ça use de certaines parties, etc. Donc du coup, le graphène réduisant la chauffe, elles vont pouvoir chauffer, on va pouvoir recharger beaucoup plus vite. Alors du coup, il y a un autre truc intéressant, c'est que du coup, en fait, ils vont pouvoir réduire aussi tous les... il y a pas mal de composants dans les batteries actuellement qui sont là pour sécuriser en fait le fait que la batterie gonfle ou chauffe. Donc il y a des couches supplémentaires pour protéger la batterie, et du coup avec le graphène ils vont pouvoir réduire ces niveaux de sécurité là, et du coup gagner un peu plus d'espace, et du coup packer un peu plus de capacité, et de poids évidemment, dans le même volume de batterie. Donc on devrait quand même avoir une augmentation de capacité à volume équivalent, donc une meilleure densité, mais ça sera pas une grosse révolution. Alors c'est pas nouveau, puisque en janvier 2018, donc cette année, un constructeur qui s'appelle Elecject, qui est là, avait déjà sorti un premier pack de batterie, donc une batterie autonome en fait, indépendante, qui exploitait déjà du graphène dedans. Et c'était suite à une campagne Indiegogo, je crois, ou Kickstarter. Donc là on avait un petit pack de batterie, donc 6000 mAh, c'est pas énorme, c'est pas ouf pour une batterie externe, mais qui pouvait être rechargée en 20 minutes. Alors ça c'était l'effet d'annonce, elle a été testée par je sais plus quel site, et dans la réalité on est plus sur 33-35 minutes pour une recharge complète, mais quand même ça reste de très loin beaucoup plus rapide qu'une batterie équivalente sans le graphène, puisque c'était entre 5 et 6 heures pour une batterie équivalente. Ouais. Donc on voit déjà quand même des gains significatifs en termes de vitesse de charge. Ne serait-ce que pour les powerbanks, ce serait un bon truc. Tu mets une plombe à charger une powerbank. Alors imagine une Tesla, quoi. Enfin imagine, plus t'as de batterie, plus ça devient intéressant. J'avais entendu une époque, les Tesla, en fait, dans le châssis, t'avais des batteries d'ordinateurs portables. Dans les premières Tesla. De portable, ah ouais. Ouais, c'était des batteries d'ordinateurs portables qui étaient montées en série. Bon, là c'est des cellules, c'est des cellules lithium-ion classiques autour de mais qui sont bombardées en série, pareil. Et donc du coup, ça nous ramènerait donc en estimatif la charge d'un Galaxy Note 10 en charge complète en 12 minutes. Ah, c'est pas mal. Ouais. Alors en fait, ça révolutionne pas vraiment les batteries, mais l'usage en fait, c'est-à-dire que tu vas pouvoir recharger vite fait 2 secondes comme ça, tac tac, récupérer beaucoup de batterie, pouvoir repartir sans trop de problèmes. Donc c'est-à-dire que tu peux recharger complètement ton téléphone en une pause café, quoi. C'est exactement ça. Et alors, ça devient intéressant, je pense que ça a quand même changé l'usage du téléphone qu'on va en avoir, mais l'application de cette techno-là sur des Tesla, je vois vraiment, sur tout ce qui est véhicule en fait électrique, là ça aura un vrai intérêt. Tu vas pouvoir recharger hyper vite, quoi. Tu fais ton plein, hop, et là tu repars beaucoup plus vite à la pompe. Oui, et puis surtout, comme tu disais, je pense que autant dans une batterie de téléphone, il y a énormément de choses pour éviter la dilatation, il doit y avoir des bilames dans tous les sens pour éviter pour détecter les variations de chaleur, etc. Autant dans une Tesla, ça doit être monumental, le système de sécurité autour de la batterie. Donc, je pense que oui. Je pense que si tu peux te passer d'une partie du système de sécurité, tu gagnes beaucoup de choses. Beaucoup de poids, beaucoup de place, du coup de l'autonomie, quoi. Exactement. Donc, ça serait vraiment bien que ça sorte bientôt en fait sur des téléphones. Ça montrerait que la technologie en fait est viable et à grande échelle. Et du coup, ça va découler sur d'autres périphériques derrière. Ça serait vraiment génial. Et ça pousserait les industriels à faire des productions massives de graphène. Chose qui, à mon sens, à l'heure actuelle, n'est pas gagnée encore. Non, c'est vrai, c'est pas encore hyper facile. Après, c'est pas hyper coûteux non plus, mais c'est juste qu'on n'en a pas eu besoin à grande échelle pour l'instant, je pense. C'est pas coûteux, mais à grande échelle, parce que tant que tu t'en fais pas à grande échelle, bien sûr, il y a d'autres problèmes. C'est des nanotechnologies, ça devient vraiment compliqué à faire, quoi. Exactement. Alors, je voulais rebondir aussi sur cette news en étant chez Samsung, toujours pour parler des innovations qu'ils ont annoncées. Puisqu'il s'est tenu en Chine il n'y a pas très longtemps, à Shenzhen justement. Alors c'est leur division qui s'occupe des écrans AMOLED, donc là on a une petite capture là, puisque c'est un truc privé normalement, où ils annoncent leur prochaine génération d'écran. Et en fait ce qu'on peut voir dessus, à droite là sur la capture, tu vois du FOD,
Donc c'est du fingerprint on display. Donc en fait, le capteur sous écran pour le doigt. Sous toute la surface de l'écran. Surtout sur la surface. Non, c'est en bas là, ils l'ont mis en bas. C'est une image en fait. On n'a pas le détail, mais c'est une photo qui a été prise pendant cette conférence. Ouais. Alors à droite, tu vois UPS, tu vois. Donc c'est pour se faire livrer des trucs. Ouais, exactement. Et en fait, c'est une méthode pour intégrer tous les capteurs derrière l'écran également. Ça, c'est une bonne idée. Donc il y a le Face ID, tu le vois à gauche. Tu as les caméras et tout ça qui sont intégrés derrière l'écran. Donc là, en fait, ils sont en train de démontrer qu'ils ont la capacité de produire des écrans AMOLED sans notch, mais en gardant tous les capteurs en façade. Un peu sur le principe du miroir sans teint, quoi. Enfin... Ripple notch, c'est exactement ça. Ouais, exactement ça. Et donc là, ils expliquent que c'est compatible avec le Face ID, donc tu le vois un peu à droite. C'est compatible avec les caméras. Alors là, j'attends de voir, parce que la caméra, tu vas peut-être pas avoir la luminosité derrière. Et c'est surtout compatible avec le son, puisque tu as en bas à droite, tu vois SOD, c'est Sound on Display. Ah ouais. Ouais, donc ils doivent passer par de la vibration à travers le téléphone, à travers l'écran, quoi. Exactement. Ce serait pas mal, parce que c'est vrai que pour le coup, à l'heure actuelle, l'un des trucs les plus pourris dans le monde mobile, c'est du son sur haut-parleur, quoi. Voilà. Le son sur haut-parleur, c'est pourri, mais enfin, ils sont tous pareils là pour le coup. Non, t'as ceux qui ont des vrais, qui ont des vraies bordures devant avec. Mais ils sont dégueulasses. Qui ont pas de notch. Bah, le Pixel 3 pas XL du coup a du stéréo en frontal et ça change tout. Moi j'avais ça sur mon Nexus 6 et il y avait un putain de son. Hein. Enfin, pour un téléphone, c'était vachement intéressant. C'est ce que je regrette évidemment. Les téléphones maintenant borderless, le son c'est de la merde. Mais c'était HTC qui avait fait ça en premier, le Boost, le HTC Boost, je crois. Ah, ça doit être ça. C'était exactement ça. Avec les grosses barres de son en haut et en bas. Ouais. Avec Beats sûrement avec un truc derrière. Une marque à côté. Mais tu prends un iPhone, enfin c'est pas joli quoi le son qui sort du haut-parleur d'un iPhone. Bah non. Surtout quand tu regardes, quand tu tiens ton téléphone comme ça, parce qu'en fait t'as le haut-parleur d'oreille. Souvent t'as la main dessus et puis. Ouais, puis t'as le haut-parleur d'oreille qui fait un son mais qui est pas du tout le même que celui qui sort du haut-parleur principal. Complètement. Et effectivement t'as la main dessus en général. Donc ça ce serait top, quoi. Donc ça serait pas mal. Donc là, a priori, c'est une annonce comme quoi ils pourraient faire des écrans qui supportent ça. Donc encore une fois, le temps que les constructeurs intègrent ça, qu'ils gèrent tout le hardware, etc., ça sera pour peut-être 2019, on verra. Mais les écrans évoluent et du coup, on aura des évolutions sur le borderless, je pense, et du coup, du notch en moins, a priori. Affaire à suivre. Un téléphone entièrement couvert d'écran. Exactement. Devant, derrière, sur les côtés, partout. Ah, on va revenir sur de la mobilité électrique. Ah, ce concept est terrible. On va parler de Pocket Rocket. Alors déjà, j'adore le nom, tu vois. Ça fait un jeu Super Nintendo. Ça fait Pokémon. Ça fait nom de Pokémon un peu. Ça fait Chuchu Rocket et tout ça, tu vois. Ça fait ce genre de jeu-là, donc j'adore ça. Mais alors, c'est pas du tout un jeu vidéo puisque c'est un scooter vélo électrique entre les deux. Alors, je vais vous le montrer déjà, et puis en même temps, je vais vous raconter un petit peu. Alors, ça s'appelle Pocket Rocket parce que évidemment, on a un gros tube au milieu qui fait penser à une roquette, donc à une fusée, un tube de fusée. Une blague. Ça fait penser à une blague. C'est une start-up allemande qui s'appelle Sol Motors. Et alors c'est un concept qu'ils ont développé depuis un petit moment déjà, mais ils l'ont présenté en fait il n'y a pas très longtemps au salon du deux roues à Cologne, donc début octobre. Et ils ont reçu 2 prix d'innovation du design par rapport à ça. Une moto avec un patator. C'est exactement ça. Ils tirent des patates. Je trouve que ça ressemble à un mousqueton. Aussi, c'est vrai, complètement. Mousqueton avec des roues, quoi. Alors, ça rend mieux quand tu vas voir les autres images, les autres incrustes. Hop, là tu le vois avec quelqu'un qui se déplace dessus, tu vois, ça rend un peu mieux quand même. Oh, ça me rappelle mon chapi, j'avais un chapi moi. Ah mais c'est exactement ça, c'est le chapi électrique, ça fait penser à une chevauchée d'un trombone, je sais pas. Ouais, c'est clair. Donc vous l'aurez deviné, c'est un châssis à base de tubes, évidemment, donc il y a un gros tube et puis 2 plus petits tubes à côté. Donc j'ai dit, ils ont remporté 2 prix du design à Cologne, et en fait c'est entre vélo et les scooters, ils appellent ça, alors ils se sont fait plaisir même sur le nom, ils appellent ça le no-ped, voilà, puisque c'est un no-pédale. Donc c'est pas du vélo électrique parce que tu pédales pas, mais c'est pas de la moto ou du scooter parce que t'as pas tout le gros châssis, le carénage et tout ça qui vont avec. Il y a quand même des grosses roues. Hein. Il y a quand même des grosses roues, ouais. Alors il y a 2 versions, il y aura une version avec un moteur qui fait 4 kW et une version S, donc le Pocket Rocket S qui aura 6 kW, respectivement donc 50 et 80 km/h de vitesse max et 50 et 80 km d'autonomie, donc c'est pareil. Non mais en fait là ça ressemble à un sèche-cheveux là. Mais oui, c'est un sèche-cheveux. C'est pas faux. C'est pas faux. Oh mon dieu. Et ben moi j'aime bien, franchement ça change. Tu vois, hop. Ils se sont fait plaisir même sur le design des trucs. Et alors c'est. Non mais t'aimes bien, mais t'en achètes rien. Et ben. T'assumerais ? Ouais, franchement ouais. Sérieux ? Ouais, vraiment. Alors je vous parle de ça où on voit un petit. Jette un arc-en-ciel par le tronc. Nico. Mais non, c'est pas Nyan 4, c'est pas ça.
Donc ils ont lancé une campagne Indiegogo pour les précommandes. Voilà, donc en fait tu vas pouvoir précommander donc, le modèle de base à 4500 € pour, donc je l'ai dit, 50 km/h max et 50 km d'autonomie. Et le modèle S pour 5650 €, et là tu as 80 km/h et 80 km d'autonomie. Ouais. Ils ont fait ça simple, hein, 50, 50, 80, 80. Voilà. Il y a un système de récupération d'énergie quand tu freines, évidemment, ça permet d'augmenter l'autonomie. Le poids relativement léger, 55 kg. Voilà, donc ça va. Merci, Alors Relux. vous râlez sur le design, mais quand même, je vous signale que en face de ça, on a quoi? On a Peugeot qui nous sort ça. D'accord? Bah, c'est un Piwi, quoi. C'est un petit Non, scooter. non, tu vas pas excuser ça. C'est un Peugeot petit scooter. iLudix. Ouais, c'est un petit scooter, c'est un équivalent de 50 cc électrique, donc c'est du 50 km/h à 50 km d'autonomie. Voilà. C'est vraiment de la merde. Oh, mais non. Moi, je trouve ça. Il y a un truc intéressant. C'est old school. Moi, non. C'est moche. Et old school, je m'y connais, merde. En rétro, mais non, c'est moche. Mais il y a un truc quand même que je trouve intéressant, c'est que toute cette nouvelle génération de véhicules électriques qui sort, donc trottinettes, vélos, ces trucs-là qui sont entre les deux, les scooters, etc. Ouais. T'as un nouveau travail de design qui se fait. C'est-à-dire que en plus de retravailler un petit peu la mobilité urbaine en proposant des choses électriques, ils vont chercher à innover d'un point de vue design. Et évidemment, on trouve, il y a de tout, hein, niveau design, ça reste les goûts et les couleurs, mais on trouve des trucs vraiment intéressants. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins ça se démarque, et tu vas retrouver des trucs comme ça, des chevauchés de sèche-cheveux si tu veux. Et alors ça coûte une blinde, on nous dit Instagrams, mais en fait l'électrique ça coûte relativement cher quand même. Hein. Quand tu penses à un vélo électrique qui est autour des 1500 €, Ouais. quand tu penses que les motos électriques c'est pas en dessous de 13 000, 14 000 €, bah ce truc-là qui est à moitié d'une moto électrique, c'est totalement viable en fait sur le marché électrique actuellement. Alors évidemment, si tu compares ça avec un vélo classique et banal, bah oui, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Puis surtout, tu peux pas pédaler. Enfin, du coup, enfin, si tu tombes en panne de batterie. Non, tu pédales pas, évidemment, là tu Parce que- pédales pas. J'ai jamais piloté de trottinette électrique, mais tu es un grand spécialiste. Oui. Trottinette électrique, est-ce que ça se recharge si ça tombe en rate de batterie et que tu pousses? Non, Non. en fait, ça passe en roue libre et qu'une trottinette classique en fait. D'accord, mais ça se recharge que par le câble en fait. Ouais, et D'accord. sur le freinage. Donc en fait, tu pousses fort et tu freines et du coup tu recharges. Le truc utile. Voilà. Non, mais enfin, je suis jamais arrivé à bout de la batterie en fait. Alors évidemment, tu réfléchis un petit peu, tu calcules tes trajets en fait avant, mais globalement, tu prends un peu de marge et ça passe toujours très très bien. Ouais, mais là le problème que je vois, entre C'est une guillemets, mobilette, oui, c'est ça. Ouais. c'est que ça ressemble à une moto pour le coup. Donc Ça si t'en as un usage comme une moto, Ouais. C'est la mobilette. Franchement, c'est plus ça, c'est la Tu mobilette. t'as plus de chances de tomber en panne qu'avec une trottinette, quoi. Enfin, parce que toi, ta trottinette, tu la mets dans le tram et puis tu sors du tram avec ta trottinette. Oui, Tu alors vas que pas ça- rentrer dans le tram avec ça. Non, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Ouais, mais là, tu as plus d'autonomie quand même. Hein. Tu vas avoir 80, Ouais, il y a 50 km d'autonomie. Oui. 50 pour le plus petit, 80 pour le plus grand. Tu vois, pour faire un trajet aller-retour la journée ou pour bosser, Oui, si, tu le recharges le soir, ça suffit largement. Tu vas pas aller faire une Ouais. grosse promenade derrière. Après, tu montes en gamme, tu vas prendre soit des gros scooters, soit des motos électriques avec un truc un peu plus conséquent en termes d'autonomie. Ouais, carrément. Mais c'est quelque chose que j'étudie parce que le déplacement urbain électrique, c'est quelque chose qui me plaît. Alors, évidemment, j'ai la trottinette déjà, mais ça fait pas tout. Ça reste relativement limité en termes de distance, pas que pour l'autonomie. C'est-à-dire que même si l'autonomie est suffisamment grande, faire un trajet complet sur toute l'autonomie, faire 17 bornes avec, c'est juste hyper épuisant. Enfin, c'est très lent. Ouais. Ça va pas hyper vite et ça reste, du coup, ça reste des petits trous. T'es un peu Voilà. stressé, C'est enfin, c'est bien pour des petits trajets, t'es tendu. c'est hyper pratique. Ouais. Mais sur des longs trajets, c'est pas du tout faisable. J'ai essayé d'aller bosser avec. 12 km, c'est pénible. Ouais. C'est long. Et puis, suivant les routes, c'est pas hyper confortable. Un truc comme ça, tu vois, c'est beaucoup plus exploitable. Tu peux vraiment prendre la route et tu peux faire l'équivalent d'une mobilette avec. Donc, Oui. voilà. Mais moi, c'est sur le créneau des véhicules électriques pas autonomes, Ouais, individuels. Oui. Moi, j'attendais le iRoad de Toyota. Ils avaient sorti un concept car. Enfin, un concept car, c'est pas vraiment une voiture, mais une espèce de concept avec une espèce de moteur à 3 roues, mais avec un habitacle complet. Ah ouais. Et donc comme le scooter, les MP3 là, de Piaggio, Ouais. avec les roues qui se décalent. Là. Ah, les deux roues à l'avant, une roue à Ouais, l'arrière. les deux roues à D'accord, l'avant ok, je vois. qui se décalent. Et le truc faisait la largeur d'une moto, mais avec 2 portières et avec 2 places. Derrière, il y a une... Ah, c'est Et comme les Twizy, c'est ça qu'ils font maintenant avec les portières un petit peu. Ouais, mais le Twizy, le problème, peu. c'est que les roues sont à l'extérieur Ouais, c'est large. donc c'est assez... Enfin, ça fait presque la même largeur qu'une bagnole. Et ce que je trouvais intéressant dans le concept aussi, c'est que ça fait la largeur... En longueur, ça fait la largeur d'une bagnole. Donc tu peux le garer en direct, quoi. D'accord.
dans une place en créneau. Donc, Mais voilà, mais c'est tout ce genre de nouveaux moyens de locomotion cool, ouais. urbains qui sont hyper pratiques. Mm. Moi j'étudie ça avec impatience et on verra. Bon. Ouais, moi aussi. J'ai pas craqué pour ça parce que alors, la livraison, si tu le préco sur Indiegogo, c'est avril 2019. Ouais. Pas pour tout de suite. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est pas non plus inabordable. Et sinon la commercialisation, ça sera après l'été, a priori pour septembre. Ils vont attendre, voilà. J'attends de voir les retours si c'est vraiment parce qu'il n'y a pas eu de test pour l'instant, c'est juste des protos. Bah, oui. Donc on verra. Mm. Allez, on enchaîne. Et merci Hydreliox pour le resub. Ah merci, tiens, regarde. On va même faire ça aussi. Voilà. Ah, merci. Merci Christophe. Super, c'est génial. 31 mois, oh le vieux. Allez, on part chez SFR, puisque chez SFR, si t'es trop gentil, t'es viré. C'est bien ? Normal. Nickel. Moi je dis normal. Alors ça Je fais fait... toujours ça, moi. Ouais, c'est ça. Bon. En plus SFR. Bon. Alors c'est pas la première fois qu'ils se font épingler pour ça. C'est une enquête qui a été faite par lesjours.fr auprès d'employés en fait qui ont été menacés de licenciement après avoir communiqué à des clients les informations nécessaires pour pouvoir résilier leur abonnement chez eux. C'est cool, hein ? Voilà. Ils rendent service et donc tu te fais dégager. Alors, ça va dans la mouvance de SFR où ils ont déjà été épinglés pour beaucoup de pratiques managériales abusives, en général. Ils aiment bien ça dans les télécoms, j'ai l'impression quand même. Ouais, voilà. Ça devient récurrent quand même. Bah, en fait, le marché est à peu près calmé. Le marché est tendu, ouais. Donc du coup, on met la pression sur les employés, évidemment. Alors l'exemple le plus flagrant, c'est ça, c'est un employé en boutique qui a été renvoyé parce que effectivement, il avait donné l'adresse ou envoyé son courrier de résiliation à une cliente qui voulait résilier. Super. Alors comment ça s'est passé ? En fait, il a répondu à une question. Voilà, c'est ça. Non, ça il faut pas quoi. Non, il faut pas. Alors, dans le détail, ils te disent, ne répondez pas aux questions des clients. Ils voulaient réduire le churn, c'est ça, on y vient, Android Windows, tout à fait. Alors, comment ça s'est passé en fait ? Eh bien, chez SFR, en fait, ils ont des faux clients qui sont en fait des employés SFR qui font le tour des boutiques pour clients mystères, pour un peu auditer les pratiques des boutiques et tout machin. Et en fait, ces faux clients-là, ils viennent et puis demandent à résilier leur contrat. Et en fait, s'ils ont été aidés de la part des employés de la boutique, et bien derrière, tu te prends dénoncer. Ils sont dénoncés et tu reçois un bon gros courrier qui, en général, aboutit à un licenciement derrière. Et en fait, ce qu'on a appris avec ça, alors déjà, ça fait, t'es super surpris, mais en fait, avant ça, il y a des pratiques, il y a des procédures qui existent chez SFR pour prévenir ça. Donc les employés en boutique sont formés, ils ont des procédures dédiées pour ça, regarde-moi ça, ils ont même trouvé les documentations, procédures à appliquer lors de visites de clients qui veulent résilier ou déménager. Et dedans, qu'est-ce que t'as ? Eh bien, t'as tous les chemins possibles et inimaginables pour ne pas aboutir à faire résilier le client. C'est hallucinant. Et tu vois en bas en rouge, surtout ne pas communiquer le numéro du service client et ne pas donner les coordonnées du service de résiliation. Oui. C'est un truc de malade et c'est qu'il y a en rouge en bas et tout. Ça pourrait clignoter, ça le ferait, je pense. Oui. Donc, mais déjà, c'est pas en gras. Non, c'est pas en gras. Donc c'est ce qu'ils appellent le processus anti-churn. Donc l'anti-churn, c'est ce qui fait que les clients en fait résilient et partent chez d'autres opérateurs, puisque c'est finalement comme ça que les clients changent. Tu fais la rotation des opérateurs. Le turnover, merci. C'est juste hallucinant. Et donc du coup, évidemment, ils vont pas en rester là. Je pense que derrière, ils vont se faire attaquer comme pas possible. Et puis, donc il a commencé à avoir un petit peu des retours d'autres employés SFR qui en fait expliquent qu'ils avaient connaissance de ça, évidemment, donc ils faisaient attention à ne pas le faire. Même si tu rends pas service. Mais surtout, ils faisaient ça parce qu'ils avaient la crainte des faux clients qu'ils venaient visiter. Et en fait, sous prétexte de venir auditer les pratiques, ça met une pression incroyable sur les employés qui du coup ne savent pas s'ils traitent des vrais ou des faux clients. Et du coup, dans le doute, ils préfèrent respecter les règles et envoyer les clients chier derrière. Donc du coup, après, il faut pas s'étonner d'avoir un service client mal noté derrière par les vrais clients. Et on comprend pas mal de choses avec ça. Moi, ça m'a fait halluciner. Moi, j'ai pris SFR le mois dernier, il y a 3 semaines, chez moi. Et je n'ai pas encore résilié ma Freebox. Et j'ai cherché sur Internet. Et en fait, tu galères à trouver comment résilier ta Freebox. Évidemment, c'est un courrier. Alors, qui envoie des courriers dans la salle là. Qui envoie des courriers à l'heure actuelle? C'est un courrier qu'il faut envoyer en recommandé à une adresse spécifique. Et derrière, il faut envoyer ta Freebox. Il faut la renvoyer. Tu sais, il y a ce qu'ils appellent les free centers. Les petites boutiques, là, il y en a un sur Bordeaux. Et en fait, partout sur Internet, tu trouves des messages pour te dire n'allez pas filer votre Freebox au Free Center, ils le prendront pas.
Donc il faut renvoyer tout ton gros carton de Freebox. Moi, le mien, il a pris l'eau, le truc à moitié éventré, etc. Il faut le renvoyer, lui aussi, bien sûr, en recommandé avec accusé de réception. Donc je pense que ça va bien coûter 40 balles. À une adresse, je sais pas où, en France. Et une fois que tu as fait ça, eh ben, ils te prennent 49 € de frais de résiliation. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Alors, moi, ce que je fais en général, c'est que je fais pas ça. C'est que quand je change d'opérateur, c'est le nouvel opérateur qui résilie le précédent, en fait. Ouais, mais j'étais pas sur le même... j'étais pas sur le même médium en termes de... C'est-à-dire que je suis passé de l'ADSL au câble. Ah, ils font pas? Du coup, ils font pas ça? Bah non. Ah non, mais si, moi, ils m'ont fait. Quand je suis passé du câble à la fibre, ils l'ont fait. Ah ouais? Ouais. Orange avait résilié Bouygues du câble pour ça. Ça avait marché. Voilà. Remarque, je vais peut-être aller dans une boutique SFR pour demander comment on résilie Free. Peut-être que ça, ils savent. Peut-être que ça, ils savent. Ils vont te le faire. Ah, c'est pas mal. Mais du coup, si tu veux résilier SFR, tu vas chez Free pour demander. C'est exactement Pas mal. Je valide le truc. Et tu files ta Freebox dans une boutique SFR, si ça se trouve, ils savent où l'envoyer. Ils savent quoi en faire. C'est du n'importe quoi. En fait, c'est des ex-employés, tu sais, de chez Free qui, du coup, avaient pas pu t'aider, mais du coup, ils vont le faire chez eux. Ah, Nico, il va falloir que tu me dises comment t'as fait pour avoir une étiquette UPS, parce que là, ça m'intéresse. Allez, une petite news crossover Beats Retro Gaming Bros, puisqu'on va parler de Slack et de Super Nintendo. Et juste un merci pour le resub à Sonic907. Merci Sonic907. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Eh bien, c'est un certain Ben... comment il s'appelle? Je sais plus. Ben quelque chose. Qui a... il a beaucoup d'heures perdues, je pense. Hein, il se fait chier dans son temps libre. Du coup, il s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire tourner Slack sur une Super Nintendo? Mais non. Eh ben oui, on peut le faire. Mais non. Exactement. Alors comment il a fait? Eh ben en fait, il s'est basé. C'est ça. Je sais pas pourquoi il s'est cherché ça. Il s'est basé sur un système qui existait au Japon qui s'appelait le Satellaview. Le Satellaview, c'est ça. Et vous avez jamais vu une Super Nintendo comme ça? Oh mon dieu. Et ce principe, c'est quoi? C'était de greffer un modem avant l'heure en fait, puisque c'était pas encore l'heure d'internet en fait, sur une Super Nintendo. Donc tu as une cartouche en haut là qui, en gros, une stockage en ROM réinscriptible d'informations. Et en bas, donc, tu as l'équivalent d'un modem qui est branché sur une antenne satellite. Et en fait... Toujours plus. c'est exactement ça. Donc, tu as des modulateurs et tout ça. Et en fait, tu as un satellite qui passait à intervalles réguliers. Donc, les broadcasts, en fait, de Satellaview n'étaient pas toujours au même moment. Mais il fallait être là au moment pour récupérer l'information. Donc, en fait, tu l'allumais, tu récupérais. Tu avais des broadcasts programmés. C'était un peu comme la télé. Mais c'était le cloud. C'était le cloud d'avant. Les prémices du cloud. Et tu avais des broadcasts, donc tu avais des plages horaires de broadcast. Il fallait que tu allumes ta Super Nintendo pour récupérer ces infos-là. Et du coup, tu téléchargeais ça et tu avais des nouvelles fonctionnalités qui se débloquaient dessus. Voilà. Je crois qu'Instagram te cherche. Mais qui utilise encore par mon grand-père, bien sûr. Et donc, ce cher développeur-là, il a trouvé qu'il y avait un des systèmes existants dans la Satellaview. Alors tiens, je vous mets le système qui est là. Voilà, hop. Ils ont fait des trucs de fou quand même sur ces consoles. Voilà comment ça marchait. Et à l'époque, c'était quand même hyper novateur. C'est-à-dire que t'avais pas encore les modems Internet 56K, tout ça. Donc, bah non, c'était en quelle année C'était Super NES. Je l'ai pas noté. Ça doit être en 80, je sais plus combien. Au Japon, 88, 80. J'ai eu ma PlayStation en 95, donc j'avais ma Super NES depuis 4 ou 5 ans déjà. Je crois que ça doit être en 88, 89, je pense par là. Donc il y a tout le système là qui est détaillé sur l'image. Donc tu as un démodulateur, une antenne satellite et tout machin, branché à la télé, enfin voilà. Et la mémoire inscriptible avec les infos qui étaient téléchargées. Donc tu vois, tu as une BSX cassette, ça s'appelait donc le Satellaview. Et donc parmi tous les titres qui étaient dispo dessus, eh bien, il y avait un titre qui s'appelle The Story of the Town Whose Name Was Stolen. Et en gros, c'était l'équivalent d'une petite ville comme ça, avec donc tu as un petit personnage qui se baladait dedans. Et tu pouvais aller discuter avec un petit peu tout le monde dans le village, et puis faire c'est un petit peu de l'Animal Crossing avant l'heure. C'est Bits ou RGB, on nous dit. C'est les deux. C'est les deux. GB. Voilà. Et tu pouvais interagir avec des personnes. Et en fait, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que le village en fait évoluait avec des téléchargements de nouveaux contenus Satellaview au fur et à mesure que tu le faisais. Donc tu avais des nouvelles interactions qui apparaissaient, des nouveaux items dans les boutiques qui apparaissaient et tout ça. Donc c'est l'ancêtre du jeu Java Meet-P où t'envoyais un SMS pour avoir les niveaux suivants, quoi. C'est un peu ça, si tu veux, carrément. Et donc du coup, il s'est dit, mais c'est carrément possible ça. C'est-à-dire que le jeu existant donc, permet de récupérer des infos et du coup modifie son contenu en fonction de ce qu'il va télécharger. Du coup, il s'est dit, bah, c'est très simple. Je vais charger ça sur un émulateur et puis je vais voir si je peux lui fournir moi des infos Satellaview et puis si ça va du coup changer le contenu du jeu.
Et bien ce con-là, il y est arrivé. Donc tu vois, il a pris un émulateur plus cet outil-là qui s'appelle Satellaview, qui permet de générer en fait les trames Satellaview en binaire et les balancer à l'émulateur en live. Et du coup, l'émulateur en direct récupérait ces contenus-là et a fait évoluer le contenu du jeu. Et il a fait quoi? Plutôt qu'à envoyer des infos, il a branché ça avec Slack. Et du coup, donc là, quand tu te rends dans une des boutiques, tu peux discuter avec un vendeur. Et en fait, dans la liste des items, tu vas voir l'ensemble des messages, des 10 derniers messages non lus que tu as. Donc tu peux naviguer dedans, tu vois, avec Select, avec A. Et en bas, tu vois le message Slack qui est fait. Donc, et comment tu valides ton compte comment tu valides ton mail quand tu t'inscris là sur un Slack? Tu t'inscris pas, tout est fait dans le système ici. Alors c'est en dur, j'imagine. C'est en dur, c'est un POC qui l'a fait, c'est vraiment un proto du truc. Donc il se connecte à un channel Slack et en fait il a fait ça bien, c'est-à-dire que c'est vraiment connecté avec du Node sur l'API Slack avec les events et tout ça, donc c'est streamé en temps réel sur l'API Slack. C'est juste qu'à l'arrivée, plutôt que de notifier avec une appli, ça a écrit dans un fichier binaire que l'émulateur relie derrière et du coup intégré dans le jeu. Ouais, moi je dis chapeau, parce que c'est quand même, fallait le faire. Ça sert strictement à rien, mais le mec il s'est éclaté à faire ça, voilà. Alors moi je dis, surtout le système en lui-même, Nintendo, ils ont fait des trucs complètement de tarés qu'ils ont absolument pas exploité derrière, quoi. Si, ça a énormément marché au Japon, mais c'est pas sorti du domaine du Japon. Parce qu'il y avait toutes les problématiques d'ondes, en fait, de validation des ondes, etc. Et puis, il fallait l'adapter, tu sais, c'était pas aussi simple. C'était le monde pré-Wi-Fi. Le marché n'était pas aussi étendu au niveau des jeux vidéo, et du coup, porter ça sur d'autres marchés, c'était beaucoup plus compliqué que de pouvoir le rapporter derrière. Il n'y a pas eu énormément de titres derrière pour Satellaview, mais il y a des trucs vraiment intéressants. Alors, je me porte en faux tout de suite par rapport à la remarque de GAL. Bien joué. Non, ce n'est pas mon Chromebook. J'ai zappé mon iPad pour venir ici. Et du coup, Christophe, bien gentiment, m'a proposé d'utiliser son presse-papier, son Chromebook, c'est exactement ça. Pour utiliser la régie du studio. Mais ce n'est pas le mien. Non. Pour suivre ses notes, évidemment, voilà. Le Chromebook de secours. Franchement, c'est du Chromebook en carton. Je sais pas si on l'entend bien. À base de un peu d'ASMR. Le Chromebook, c'est pas cher. Ouais. On va avancer un peu. C'est du plastique, quoi. Tu vois bien le plastique, là. On va sauter celle-là. On va parler un petit peu d'IBM et d'informatique quantique. Alors, c'est un sujet qui me passionne et qui va révolutionner pas mal de choses. Et en fait, il y a une annonce comme quoi IBM avait... Alors, IBM... des chercheurs de différents instituts et avec des chercheurs IBM ont démontré mathématiquement la suprématie quantique. Alors ça veut dire quoi, suprématie quantique? Ça veut dire que on va tous mourir bientôt dans notre souffrance. Non, ça veut dire que on va démontrer que l'informatique quantique va être capable de surpasser très largement l'informatique classique dans des domaines bien précis. Ça, jusqu'à présent, on arrivait à le toucher du doigt, mais c'était jamais vraiment démontré. Et bien là, ils ont démontré ça, et puis de manière mathématique. Alors, c'est assez ouf, c'est vraiment hyper technique, autant mathématiquement que mécanique quantiquement, si je puis dire. Alors, je vous montre des captures juste pour faire, juste pour faire peur. C'est beau. C'est vraiment des papiers de chercheurs en maths. Hein. C'est du texte, c'est du latex. Alors, évidemment, c'est écrit en latex derrière, complètement. Le titre, voilà, donc Quantum Advantage with Shallow Circuits. Donc en fait, le principe, c'est quoi? Je ne veux pas vous détailler toutes les mathématiques derrière, parce que j'ai strictement rien compris. Mais c'est surtout que... alors, le principe, c'est que dans certains algos, ils ont démontré que la complexité de l'algo, de résolution de l'algo, ne dépendait pas du nombre de valeurs à traiter dans lequel que tu fais rentrer dans l'algo. Voilà. Ouais. Et là où, à l'inverse, l'ordinateur classique, lui, va avoir une complexité en fait algorithmique qui va être fonction, alors linéaire, exponentielle ou pas, mais qui va être en tout cas fonction, qui va dépendre du nombre d'arguments que tu vas rentrer dedans, du nombre de valeurs qui va être à traiter. Là où l'informatique quantique, elle, va être en valeur constante. Donc ça, c'est ouf, ça veut dire que... C'est des problèmes bien précis. Hein. C'est sur des circuits quantiques à profondeur constante, voilà. Les fameux shallow circuits qui sont là, ben en fait ils arrivent à traiter des problèmes de manière constante, quel que soit le nombre de valeurs en parallèle que tu veux leur demander à traiter. Donc ça c'est assez ouf, et ça démontre que avec un nombre de qubits du coup assez conséquent, donc les qubits, les unités de traitement, de stockage d'informations dans l'informatique quantique, et bien on va pouvoir traiter des algos ultra compliqués sur des domaines bien précis, de manière beaucoup plus efficace que l'informatique classique, et surtout sans avoir des problématiques de temps, puisque ça va être relativement constant en termes de temps. Ouais. On aura d'autres problématiques de temps,
puisqu'en fait, dans l'informatique quantique, tout n'est pas encore... déjà, on est très loin d'avoir des choses qui fonctionnent autres que dans des petits labos avec des toutes petites puissances encore de calcul. Mais la problématique de temps va être sur autre chose, ça va être sur le temps de traitement, puisqu'en fait, on a un problème de ce qui s'appelle le temps de décohérence, ou le temps de cohérence, si tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, qui est en fait un temps pendant lequel le système est stable, et pendant lequel tu peux faire tourner en fait les algorithmes, et ton ordinateur fonctionne, et passé ce temps-là, bah, ça fonctionne plus, il faut quelque part redémarrer l'ordinateur quantique, et en fait, bah, il faut être capable de traiter les algorithmes dans ce temps-là. Donc, tout n'est pas encore gagné, on va pas révolutionner des trucs, on va pas solutionner tout le génome humain, comprendre tout, péter tous les algorithmes de crypto, mais mathématiquement, en tout cas, la preuve est là qu'on aura moyen, pour peu qu'on arrive à avoir suffisamment de qubits pour calculer et qu'on les maintienne stables suffisamment longtemps, on va pouvoir Et qu'on aller invente beaucoup plus loin. un langage de programmation qui soit capable de faire quoi que ce soit avec ces trucs, parce Ça que existe. c'est un bordel monumental. T'as le Oui. C#, t'en as plein d'autres. Oui, mais pour l'instant, on sait pas. Enfin, vu que la mécanique quantique, le principe, c'est t'as plusieurs états à la fois, et en fait, il se fixe qu'à partir du moment où tu l'observes. Oui. Manque de bol en informatique, la plupart des trucs qu'on fait, c'est observer des états. donc effectivement, le temps de cohérence. Ah non, tu peux pas débugger. Ah non, tu peux observer des états. Non. Alors tu peux coder. Tu peux coder sans avoir besoin d'avoir les états à chaque étape. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu veux ton résultat, ah oui, à la fin, tu fixes tout. Oui. Et c'est là où se situe le problème, entre guillemets. Enfin, à l'époque, il y a Android Windows tout à l'heure qui a cité David Rousset, qui a fait pas mal de papiers sur la mécanique quantique. Sur l'informatique quantique, pardon, oui. Qui est un Microsoftie qui s'y intéresse depuis un certain moment. Et c'est vrai que je suis un peu ses pérégrinations à travers son Facebook ou autre. Et j'avais lu notamment un article qui disait que, quelle que soit la complexité d'un labyrinthe, à partir du moment où on peut le coder dans un système quantique, oui. On peut instantanément, enfin l'ordinateur peut quasiment instantanément, moyennant un cycle de calcul, déterminer s'il y a une sortie ou pas. C'est-à-dire qu'il peut sortir, par contre jamais il te dira comment il est sorti. Oui, c'est ça. Il a fait une présentation à Paris Web là-dessus. C'est-à-dire que le machin sort. C'est-à-dire que en théorie. Non, il te dit pas le chemin. Il te dit c'est bon. Il y a une sortie. Voilà. Merci. C'est bon. C'est bon, on peut le faire. Tu peux. Oui, on en est là. Il y a encore beaucoup de choses à faire derrière. C'est hyper complexe comme sujet. C'est hyper difficile à appréhender en termes de compréhension et de manipulation derrière. Et on est encore loin d'avoir suffisamment de recul par rapport à ça et suffisamment de puissance derrière pour pouvoir traiter tout ce qu'on veut. Oui, après les théories actuelles, c'est de se dire ce qui est le plus coûteux en termes de temps machine, c'est craquer une cryptographie, par exemple. Ça c'est la course. Il n'y a pas que ça, mais ouais, mais enfin l'un des beaucoup premiers mettent trucs, des sous pour aller chercher ça. Évidemment. Un des premiers trucs, c'est de te dire à partir du moment où tu mets le paquet pour crypter un truc, enfin un message, tu le chiffres, alors tu fais 10 000 occurrences d'un algo sur ton truc, puis ensuite, enfin bon, c'est un monstre pas possible. Et effectivement, à partir du moment où t'atteins un niveau spécifique, pour un ordinateur standard, ou même une grosse batterie d'ordinateur, ça va leur mettre 2 ans, 3 ans, 1000 ans pour déchiffrer ton code. Et le problème, c'est que l'informatique quantique, en théorie, devrait mettre un cycle. C'est là où se situent les espoirs de l'informatique quantique des industriels, mais... Oui, c'est un des trucs qu'ils cherchent, parce qu'évidemment, ça remettrait en cause tout, mais en parallèle de ça, il y a aussi des méthodes de chiffrement post-quantique qui sont en train d'être travaillées, qui résisteraient à ça. Ouais. Ouais. On y reviendra, parce que c'est un sujet qui me passionne également, donc je suis ça, mais pour l'instant, on reste relativement léger là-dessus. Allez, on va faire ça rapidement. On va parler de Raspberry Pi, puisqu'il y a donc la fondation Raspberry a annoncé un TV Hat. Donc c'est quoi? C'est en gros un petit chapeau. Donc une extension pour le Raspberry qui permet d'avoir la télé. Voilà. Alors c'est compatible avec les modèles 2, 3 et 3B+. Et du coup, c'est une carte d'acquisition. C'est une carte d'acquisition, tout à fait. Donc c'est avec un tuner Sony qui permet de décoder le DVB-T et le DVB-T2. Donc qui sont les protocoles de la TNT, donc la télé numérique. Hein. Oui. Alors la génération actuelle, donc DVB-T, et la prochaine génération, DVB-T2, qui sera elle en H265, HEVC, tout ça. Voilà. Quand tu aurais pu mettre une type F. Ah, c'est une type F.
Ah oui, non, c'est une type F, pardon, avec un adaptateur dessus. Ok. Voilà. Et c'est compatible avec TV Headhand, donc qui est le truc pour visionner la télé à partir de ça et enregistrer. Donc tu peux faire ton propre enregistreur. Ouais, c'est Et sympa. puis Kodi, LibreElec et OMX Player, donc qui sont les principales distribs pour faire du Media Center avec ton Raspberry Pi. 21$, 23€ déjà dispo. Ça peut être intéressant si tu veux te faire une petite boîte télé, un petit boîtier télé à toi à maison, etc. qui sera C'est sûrement top. mieux que les boîtiers de tous tes opérateurs réunis. Voilà. C'est possible. Petite news rapide en passant. Voilà, on va brancher sur le GPU, vous avez vu. Hein, voilà. Hmm. Ah, on va plutôt s'attarder à celle-là. Voilà. Ah. Puisqu'il est très facile de voler une Tesla avec seulement un smartphone et une tablette. Et ouais. On avait fait un sujet avec Cédric il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Avec un mec qui avait volé une Tesla. Parce qu'il avait il avait téléphoné au customer care en disant tiens, v'là mon VIN. Social engineering à mort. Voilà, exactement. Bon, là, c'est différent. Là, encore une fois, alors c'est pas nouveau non plus, mais ça montre un petit peu la facilité de la chose. Alors ça s'est passé en Angleterre. Ah merde, je monte la dernière en premier, ça va. Ah non. Là, tu l'as en double. Celle-là, tu l'as en double. Il y a une incruste qui s'est loupée, tant pis. Ah, bon alors, tant pis. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, en fait, donc ça, c'est devant la maison du propriétaire. Et il a des caméras, en fait, pour surveiller devant chez lui. Je pense qu'il est un peu fan de domotique, tu vois, il a dû surveiller qui c'est qui sonne et tout, machin. Et donc, en fait, il a filmé toute la scène. Donc, il y a une vidéo YouTube où il explique tout ça. Donc, il y a 2 mecs qui arrivent, qui se promènent autour de la voiture. Il y en a un qui a une tablette et l'autre qui a un smartphone. Donc, il y en a un qui se colle à côté de la voiture. Et l'autre, avec la tablette, tu vois, il fait le tour, il longe le mur de la maison. Et il fait le tour un petit peu comme ça. Et au bout d'un moment, clac, ça déverrouille la voiture. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils font ce qui s'appelle un key fob hack. Donc en fait, ils vont avec la tablette en fait faire un relais qui va augmenter la portée de la clé de la voiture. Puisqu'il faut savoir que les Tesla sont parmi d'autres, hein, c'est pas les seuls, mais des voitures qui proposent de se déverrouiller automatiquement sans avoir besoin de déverrouiller la clé ou de toucher la voiture, etc. Quand tu es à proximité, elle se déverrouille. Donc en fait, ils sniffent ta clé et puis ils le répètent enfin, ils amplifient le signal pour que ça aille jusqu'à ta bagnole. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas hacker la clé, donc ils vont pas en fait déchiffrer ta clé et reproduire le signal. Ils vont juste faire relais en fait. Ils répètent le truc, ce qui fait qu'en fait c'est ta clé au final qui déverrouille la voiture réellement. Voilà. Donc en fait ils ont fait le tour de la maison et quand il a détecté le signal de la clé, il a relayé vers la voiture et puis il pense à déverrouiller le truc. Voilà. Déverrouiller à la distance sans problème. Pas mal. Alors le truc marrant dans la vidéo, je vous invite à aller la voir quand même, c'est que une fois qu'ils ont déverrouillé la voiture, c'est con, donc ils ont réussi quand même à créer cette rallonge de clé, ils n'arrivaient pas à la débrancher. Ils savaient pas comment débrancher une putain de Tesla de sa prise électrique. Et parce que c'était à Londres, c'était en Angleterre, donc c'est des prises anglaises. Et voilà. Et alors oui, comme le dit Nelliger dans la chatroom, c'est pas tout récent, c'est relativement vieux, et en fait depuis que les voitures se déverrouillent comme ça sans contact ou sans manipulation de la clé, ça existe. Ça c'est totalement possible. Prix à payer entre guillemets pour le confort. Enfin, si tu veux le confort, que ta bagnole se déverrouille à partir du moment où tu avances vers elle, en contrepartie, tu sais très bien que si jamais ce truc-là est reproduit, elle va se déverrouiller de la même façon. Voilà. Donc Tesla a répondu à ça en disant oui on sait, pour vous en prévenir c'est pas compliqué, il faut juste déverrouiller la fonction, faut désactiver la fonction, voilà, puisque dans le système de la Tesla tu peux choisir de ne pas activer le passive entry qui est ça, très bien. Donc tu perds une fonction, ok, alors du coup pourquoi tu la proposes, il faut l'enlever derrière, je vois pas l'intérêt. Et surtout, il y a une fonction qu'ils ont déployée très récemment qui est le pin to drive, qui est en fait le fait que la Tesla t'oblige à taper un code PIN quand tu es dedans pour pouvoir en fait démarrer. Même si tu as la clé, tout ça à porter, ils te disent non, on revérifie que c'est vraiment toi. Pin to drive, ils vérifient que tu as bien le code PIN pour pouvoir la démarrer. Ils en avaient parlé du coup dans la dernière. Truc de social engineering. Exactement, social hacking. Mais là, pour l'instant, Valgard, il a devancé ma news, exactement, c'est ça. Mais là, le bonhomme, il avait absolument rien activé, donc du coup, c'était open bar, servez-vous, ils sont partis avec la bagnole, et puis voilà. Alors évidemment, il y a d'autres solutions qui existent, évidemment, qui sont les cages de Faraday, puisqu'il y a des petites housses comme ça que tu peux trouver sur Amazon, qui pas cher, non, c'est pas hyper cher, une dizaine d'euros je crois, t'as un petit sachet bien moche, mais que tu peux garder chez toi, tu vois, quand tu ranges ta clé, et du coup, ta clé est plus accessible à distance, puisque ça verrouille tout le signal à l'intérieur du sachet, et comme ça, on peut pas faire un relais avec.
Alors, on a ça pour les clés de voiture, on a ça pour les cartes de paiement sans contact, on va avoir ça pour tout bientôt, on va tout se mettre dans une cage de Faraday pour C'est ça. empêcher tout le truc. Bon, bref. Bientôt, on va se mettre nous-mêmes, enfin, on va porter des vêtements cage de Faraday. Exactement, pour pas que ça. ce Mais sera du plus coup, simple. ta clé de voiture dans ta poche va plus marcher, ça sert plus à rien. Ben enfin. non. Mais tu la sors. Hop. Comme ça, tu sors ta clé de bagnole pour, comme si tu voulais déverrouiller. Pas con. Mais Peut-être que la clé pourrait aller dans la serrure. En c'est fait. révolutionnaire ça. Pas mal. J'approuve. Pas mal. Ma sacoche a une poche comme ça, tu mets la clé dedans et ah oui, une sacoche, ouais, c'est pas bête ça, effectivement, Ouais. mettre une sacoche avec ça, tout à fait. Bon, moi je trouve ça intéressant. Et alors en fait, ce que j'ai regardé un petit peu, c'est que tu peux trouver des devices sur AliExpress en Chine et des machins, mais à vraiment pas cher, qui font ça, mais tout seul. T'es autonome avec 2 petites antennes, tu mets ta clé et ça fait le relais tout seul. Voilà, super facile. Cool. Allez, on va terminer sur Instant Design. Instant Design. Brixels. Alors qu'est-ce que c'est que les quoi, donc Brixels? Alors non, c'est pas une émanation du Brexit, non. C'est les Brixels. Brexit avec des pixels. C'est ça. Non, ce sont des briques qui fonctionnent comme des pixels. Alors mais quoi? Dis quoi dit-on? En fait, ça ressemble un petit peu à des Lego, taille réelle, donc comme si on pouvait construire des murs avec des briques en Lego. Donc ils ont plusieurs types de briques, c'est customisable, tu peux mettre absolument ce que tu veux. D'accord. Et le principe, c'est de faire un mur qui va être mobile, brique par brique. Alors, pourquoi donc? Brick by brick. Ouais. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh ben, pour avoir des murs un peu comme ça, par exemple. Oh, c'est joli, hein? C'est beau. C'est joli. T'as fait des jolis gifs et tout. Hein. Ouais, j'ai utilisé un truc pour faire des gifs directement à partir d'une vidéo YouTube. Ça marche plutôt pas mal. Du coup, c'est complètement design. Hein. Si vous me posez la question à quoi ça sert, je vous dis tout de suite à rien. Ça sert à faire beau, ça sert à faire des trucs un peu graphiques. Là, par exemple, sont des. Donc, alors, c'est pas des rendus 3D, hein, c'est vraiment des images qui sont shootées directement dans un hangar. Ça va vite quand même. Ouais, le machin est quand même vachement réactif. Il y a de la détection et de l'interaction. Donc, dans la vidéo, donc si vous tapez Brixels sur YouTube, vous allez tout de suite trouver. Du coup, tu peux te mettre face au mur et en fait, avec des mouvements de main. À la Kinect, tu fais des. Ouais, voilà, faire évoluer un peu comme ça le mur. Là, on voit dans le GIF, on voit aussi une espèce de miroir. Ouais, alors, ça, c'est des briques qui sont miroir d'un côté et noir de l'autre. D'accord. Donc c'est toujours le même mur. Hein. C'est toujours le même mur dans tous les GIFs. Là, ça fait equalizer. Je pense que ça doit être branché à de la musique, à une source de musique, etc. Ah Winamp. Ouais. Et du coup, ça peut faire horloge. Et bah, une fucking grosse horloge. Mais, tu m'étonnes. Mais du coup, voilà, tu peux faire passer des mots, des trucs comme ça. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt classe, plutôt sympa. Voilà, le Brixel, ça donne ça. Hein. C'est des machins qui sont pivotables à 360 degrés. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'on peut leur faire 1000 tours si on veut. C'est des moteurs en roue libre. Chacun est contrôlable différemment des autres. Ça fait un paquet de moteurs hein, dedans. Ouais, ça fait un paquet de moteurs et un paquet d'électricité. T'as une app pour contrôler le truc, donc avec des fonctionnalités. Voilà, on voit clock, vidéo. Alors vidéo, je sais pas du tout ce que ça donne, une vidéo sur un mur comme ça. C'est comme les trucs qui font des vidéos dans le terminal Linux, tu sais, en caractère. Là. C'est ça, c'est de la ski art. Ça fait de la ski art. Un tour de rafraîchissement de malade. C'est clair. Et du coup, voilà. Du coup, ah non, celle-là, je l'ai déjà mise. Ouais, non. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal ça, avec un message sur le compte Twitter. Ouais. Ça, tu vois, avec avec l'éclairage, ça donne quand même un truc quand même super. Enfin, moi, je trouve ça super joli. Et surtout, quand tu programmes bien ton truc et que tout est bien synchro, ça peut donner des effets franchement pas dégueulasses. Il y a d'autres rendus, genre ils font un rendu pour un hall d'aéroport où en fait plus d'écran et les infos sont diffusées directement sur les murs. Donc là, en l'occurrence, c'est un mur horizontal au-dessus de une porte d'embarquement. Enfin, un bon exemple de cas d'usage. Parce que jusqu'à présent, j'allais me dire... Ouais, mais oui, voilà, c'était artistique, entre guillemets. C'est une agence de design et d'IP, donc de recherche et développement, externalisée, qui s'appelle Breakfast, qui est basée à Brooklyn, à New York, qui a fait ce truc-là. Et franchement, moi, voilà, j'avais envie de vous montrer. Voilà, ça c'est le truc
du gars Qui interagit avec. qui interagit avec la surface. J'avais envie de vous montrer ça. Moi, je trouve ça sympa, je trouve ça joli. Et je trouvais ça surtout quand même. Ils ont dû se faire plaisir pour créer ça. Ouais, c'est Et clair. après, ils ont dû se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire Bah, pour les aéroports, allez, pour les aéroports. Pour les gares, ils auraient pu faire aussi. Ouais, non, mais surtout, enfin, Pas je veux dire, par exemple, t'as un cabinet d'architecture ou un truc de design, un truc de high-tech, etc. Je sais pas, je pense à un grand quartier général d'une multinationale, tu fais un méga mur comme ça, dessus tu diffuses des informations, tu fais comme des vagues ou comme de l'eau qui coule sur ton mur, etc. Ouais, pour de la sympa, com, mais ça doit coûter bien cher quand même, hein, parce que et la taille du truc, il est assez. Ouais, mais comme l'art, en fin de compte. Ouais. Enfin, les œuvres d'art, enfin, Ouais, ok, pour une expo. Le budget image, non, mais le budget image de la reconstruction d'un quartier général d'une multinationale, il est toujours énorme, il est toujours faramineux. Moi, je trouvais ça sympa. Ok. Je trouvais ça classe. Bon, non, mais c'est sympa, ça fait découvrir de nouvelles choses évidemment, et puis ça montre une application technologique qui était assez rigolote. Ok. Ouais. Ça fait un peu l'horloge, tu sais, la numérique moderne, là. Comment elle s'appelle, là, où t'affiches tes infos de météo, de tout ça, là, mais en beaucoup plus grand. Ah, j'ai oublié le nom. C'est qu'on voit partout avec les affichages Twitter et tout ça. La numérique, je crois que c'est ça. La métrique. La métrique, merci, la métrique. C'est la métrique. Exactement, merci. En plus grand, c'est la même chose. Très bien, bah écoutez, on a fini pour ce soir. Merci à vous d'avoir été si nombreux pour nous suivre en live, ou pour ceux qui nous suivent en replay ou en podcast également. Yes. Pour nous retrouver, regardez ça, c'est dans le bon ordre. Yes. Nickel. Classe. Alors, sur Twitter, Shris Kamikaze pour moi, PC Galen pour toi. C'est ça. Pour ceux qui sont live ce soir sur Twitch ou en podcast, vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, en VOD, en replay, si vous voulez, youtube.com/beatstech. Si vous avez aimé l'émission et que vous souhaitez nous soutenir pour la modique somme de ce que vous voulez, soutenez la chaîne. Vous pouvez soutenir la chaîne sur tipeee.com/stdrenegade. Voilà, sachez qu'il y a un palier qui vous donne accès au Slack, qui est un salon de discussion avec nous, en privilégié. Et il y a un deuxième palier sur un salon VIP où il y a encore moins de monde et on peut encore plus interagir ensemble avec des news en exclu que vous avez en premier. Voilà, notamment ceux qui ont eu les goodies en premier, et oui, avant tout le monde, qui ont pu les commander avant, ils sont dans ce salon VIP, tout à fait. Donc allez-y, si vous êtes surtout Amazon Prime, eh bien, sachez que vous avez possibilité de donner gratuitement un abonnement, un sub Twitch. Exactement. En vous connectant sur Twitch et en activant votre compte Twitch Prime, vous pouvez venir sur notre chaîne Twitch et du coup nous filer 3 € par mois pour pas grand chose. Pour vous, donc allez-y, faites-vous plaisir. Faut le renouveler tous les mois, par contre, c'est la contrainte. Mais bon, on vous le rappellera, vous inquiétez pas. Pour tout le reste, eh bien, si vous voulez suivre les actus, c'est sur STD Renegade sur Twitter et Instagram. Et sinon, toutes les infos des prochaines émissions, studiorenegade.fr. Vous avez un magnifique agenda. Et vous avez, je le rappelle encore dessus, la boutique avec les stickers, si vous voulez vous faire plaisir, en coller partout. Profitez-en, il y en a encore en stock. Yes. Merci à vous et peut-être à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.